Bienvenue au Balado Urbania. Donc, AV tout le monde. Et oui, j'ai dit AV à la place de salut, fait que ça va être un autre de ces fameux épisodes romains des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Le balado historico-slack où on se concentre principalement sur les mauvais coups d'époques tellement éloignées que personne peut nous envoyer de mise en demeure pour diffamation. À part des squelettes, puis rendu là, la mise en demeure, c'est un problème secondaire. Fait que les Romains, encore. Ben oui, encore. Regardez, c'est pas comme s'ils l'avaient pas mérité. Une des civilisations les plus puissantes et surtout influentes d'un monde plein de vieux vases. Ceux qui, à toute fin pratique, ont réussi à soumettre le monde entier, connu de l'époque, en Europe. Mais hey, tout ça en sandales, c'est quand la dernière fois que vous avez gagné quelque chose en gougoune, vous autres? Effectivement, à son apogée, le territoire romain mesurait 4,4 millions de kilomètres carrés, couvrant une cinquantaine de pays du monde actuel et entre 50 et 100 millions d'habitants. Incroyable. Comment ne pas penser à ça une cinquantaine de fois par jour? Right, les gars? Au moins 4 fois par semaine, oui. Sauf qu'aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va se concentrer sur un conflit à l'interne. L'assassinat de Jules César. Voyons, j'étais pourtant sûr que c'était le genre de sujet qui méritait un peu plus d'enthousiasme, me semble. Yo, monsieur, c'est parce que vous en avez déjà fait un épisode sur Jules César. Essayez-vous de nous rouler dans la farine, G? Wow, adolescent d'une époque révolue, j'ai jamais fait d'épisode sur Jules César. Je l'ai mentionné brièvement dans l'épisode sur les pharaons, puis j'ai résumé sa vie en genre 2 phrases dans une série de 3 épisodes qui couvrait la totalité de l'histoire de l'Empire romain en 90 minutes. Écoutez, n'hésitez surtout pas à aller vous retaper tout ça puis augmenter le nombre de views qui, incidemment, va payer mon weed, mais aujourd'hui, j'ai-tu le droit de faire ce que je veux? Pourquoi je me stine? Je suis 2 personnages dans cette conversation-là. Donc aujourd'hui, je vous propose de mettre ma grosse loupe de première page d'Astérix sur un des plus célèbres assassinats antiques, celui d'un homme qui avait tout et qui aujourd'hui est principalement une sorte de vinaigrette ou de bouffe pour chien, César. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer ostensiblement le Romain le plus populaire de tous les temps? La réponse va bien sûr durer 40 minutes. Par le générique, par les tétons de Vénus. Nous sommes aux Ides de Mars, le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, alors que Jules César se fait sauvagement poignarder d'environ 23 coups de couteau par une soixantaine de sénateurs. Ce qui, mathématiquement parlant, semble suggérer qu'il y en a une couple qui se pogne le beigne, mais bon. Enfin, les autres sénateurs, qu'est-ce que vous faites? Venez nous aider! Non, vous l'avez, là, on peut pas être trop de monde là-dessus, là, ça vous nuirait, fait qu'on va prendre de l'avance puis commencer à couper la pizza qu'on avait prévue pour célébrer, donc avoir des couteaux. Non plus, on va pas être trop en même temps, ce serait pas efficace. Bref, un acte d'une violence inouïe, exécuté froidement au nom de la défense de la République romaine, menacé, selon certains, par la nomination de César au titre de dictateur à vie. Ouais, finalement, c'est pas mal plus facile à comprendre que je croyais, cette histoire-là. Hey, il reste même plus de pids! Oh, excusez. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour le savoir, il faut retourner 55 ans en arrière. Contexte historique. Caius Iulius Caesar, César pour les intimes, serait né le 12 ou le 13 juillet de l'an 100 avant Jésus-Christ à Rome. Les Iulius, c'est historiquement une prestigieuse famille d'aristocrates romains, ce qu'on appelle les patriciens, sauf qu'eux autres, leurs belles années sont derrière eux en esti, ce qui les empêche pas de crier à tout vent qu'ils sont descendants de ni plus ni moins que la déesse Vénus en personne. Sure. Mais bon sang, savez-vous qui je suis? Je descends directement de cette madame tout nue dans un coquillage géant sur cette mosaïque. Madame tout nue ou pas, ça ne vous donne pas droit à de l'huile d'olive gratis, espèce de paumé. Tenez-moi ça! L'huile d'olive. Utilisez pas ça pour graisser une poêle, ça donne le cancer. Au moment de la naissance de César, ça fait déjà 400 ans que Rome est une république. Et juste au cas où Donald Trump vous aurait fait oublier le concept... Détail intéressant. Une république, c'est quand le pouvoir appartient à un groupe qui administre au nom du peuple plutôt qu'à une seule personne, genre un roi. Ouais, ça a l'air super démocratique sur papier, mais à l'époque, c'est juste les nobles patriciens qui ont le droit d'être sénateurs, ce qui regarde mal pour le reste des losers qui se fouillent dans le nombril, ce qu'on appelle la plèbe. Le petit César grandit donc dans une république en crise. De l'extérieur, Rome continue de flasher ses gros muscles au reste du monde antique en faisant ce qu'elle fait de mieux, prendre de la place puis tout transformer en Rome.
Mais de l'intérieur, ça pète de partout. Les inégalités sociales sont pires que jamais, la capitale est surpeuplée, il y a de plus en plus d'incendies, de crimes violents, une crise de l'immobilier, les maisons sont plus achetables, il y a des vidanges partout. En fait, Rome, à cette époque-là, c'est exactement Montréal aujourd'hui, puis peut-être même un petit peu plus propre. Autre détail intéressant. Étonnamment, dans cette citadelle crottée qui pue, une des places les plus populaires pour chiller, c'est les latrines, c'est-à-dire les toilettes publiques. Bon, quoi encore? En fait, les latrines, c'était un des seuls endroits en ville à être entretenu et agréable. Tout est en marbre, décoré avec les plus belles mosaïques de monde à poil avec des petits pénis. En fait, c'est tellement un hotspot que c'est souvent là que les hommes allaient se rejoindre pour jaser entre chums, conclure des marchés ou parler politique, rassemblés autour de la chaleur réconfortante d'un bon étron. Alors c'est certain qu'il y a un risque de pénurie si nous pouvons correctement stabiliser la chaîne d'approvisionnement qui... Oh my God, c'est comme éjecter du métal fondu aujourd'hui. En effet, je suggère de collaborer avec Pontus, le fournisseur d'un instant, de charrettes et le mandaté pour une flotte qui... Ah, oui! C'est donc dans ce contexte politique de merde que César va rapidement devenir soucieux de corriger la situation de sa Rome bien-aimée qui a certes besoin d'une petite couche de peinture. Ave, Jules César, pour vous servir. C'est certain qu'il est difficile de savoir a posteriori si ma motivation est celle d'un altruiste qui veut changer le monde pour le mieux ou simplement un machinateur avide de pouvoir opportuniste. Peu importe la vérité, je crois que je suis assez charmant pour vous convaincre de la première option. En tout cas, vous avez mon vote, César! Oh! Désolé! Mais enfin, pourquoi vous excusez-vous? Nous sommes aux latrines et tout ceci est normalisé. Par Jupiter, quel homme accessible! Pour se donner les moyens d'influencer la société romaine, César décide très tôt de se lancer en politique, comme son père, qui était sénateur et magistrat du parti Populares, que dirige Marius, l'oncle de César. Fait que tout ça se passe dans la famille. Papa, quand je vais être grand, je vais être politicien comme toi. Allô, mon petit, rien de presse. Nous sommes en moins 86 et tu n'as que 14 ans. Bon, oui, nous sommes à peine sortis d'une guerre civile entre les Populares et nos rivaux, les Optimates, mais tu n'as rien à craindre. Tu es sous ma protection et celle de ton oncle Marius qui a pris le contrôle de Rome. Tout va pour le mieux. Moi, évidemment que tout ça vire sur un 10 sesterces de façon super inattendue, mais on dirait que je meurs subitement. Oh oh, vite, je dois prévenir tonton Marius. Extra, extra! Caius Marius est mort lui aussi! Oh shit, que vais-je faire? Moi, un ado. Et encore, voilà que débarque en ville le diabolique Sylla, qui est le chef des Optimates, le parti des aristocrates conservateurs qui détestent le papa de César et le parti Populares. Et le voilà d'ailleurs extra en tabarnak parce que les Populares ont pris le pouvoir pendant qu'ils étaient partis se battre en Asie. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous me voyez obligé de reprendre le contrôle de Rome en me proclamant dictateur, une position politique de plein pouvoir temporaire en cas de crise. Ave, Sylla, c'est moi, le petit César. Je me suis dit que j'allais faire un petit tour pour t'annoncer que je suis en voie de devenir un prêtre de Jupiter et que je suis marié à Cornelia Cinna, la fille du nouveau chef des Populares. Ah, je vais te faire exécuter pour ça. Il est si accessible aux chiottes! Ok, fine, je vais pas le faire exécuter. Je vais juste bloquer la nomination de César comme prêtre de Jupiter, en plus de saisir la dot de sa femme puis une partie de son héritage. Dick move, Sylla, mais bon, la vie est mon casino, le Caesar's Palace, d'une certaine façon. Je vais me refaire. Qu'est-ce qu'un casino au César? Je sais-tu, moi? Subitement turbo-paumé, César décide de s'exiler en se joignant à une armée romaine en Asie avant de se retrouver en mission en Bithynie, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et c'est pendant ce séjour à l'étranger que César va devenir très proche du roi Nicomède de Bithynie, ironiquement au niveau de la bite. Détail fripon. Dans la Rome antique, l'homosexualité était tout à fait acceptée, mais avec la nuance super misogyne suivante, c'est correct pour un homme de coucher avec un autre homme tant que t'es pas le bottom. Parce que la personne qui reçoit est considérée comme la
femme! Ouais, comme je le disais, woke comme un sketch de la petite vie. Et apparemment que cette rumeur comme quoi César aurait été la princesse du matelas à Nicomède va le suivre toute sa vie. Mais enfin, arrêtez, les gars, j'ai quand même soumis les Gaulois! Et Nicomède t'a soumis le cul, oui! Mais son blague, l'homosexualité, c'est bien correct. C'est seulement à la mort du diabolique Sylla, en moins 78, que César ose éventuellement revenir à Rome. Maintenant, dans la trentaine et toujours aussi pétri d'ambition, César débute sa fulgurante ascension de l'échiquier politique romain. Comme quand tu veux tellement gagner une partie d'échecs que tu décides de monter sa table pour kicker les pièces de l'autre. Regardez, j'ai essayé de la rattraper celle-là, mais il était déjà trop tard. Pour ce faire, César va entreprendre ce qu'on appelle le cursus honorum, ou encore la course aux honneurs, qui est un ensemble de fonctions que les magistrats romains doivent exercer successivement au gouvernement dans l'espoir de pouvoir éventuellement devenir un des deux consuls, c'est-à-dire deux politiciens élus pour un an qui exercent le pouvoir suprême civil et militaire, un poste qui attire les affamés de pouvoir comme les canettes de ginger ale que j'ai laissées traîner dans l'entrée sans les rincer attire maintenant les fourmis, qui sont elles-mêmes une sorte d'empire romain. C'est vrai que les gars, on pense souvent à l'Empire romain. J'ai partagé cette observation-là avec ma blonde sur le coup, puis elle m'a répondu, et je cite « Cool story, bro ». César a d'ailleurs tout ce qu'il faut pour gravir les échelons du cursus honorum. C'est un grand homme avec des yeux noirs perçants. On dit de lui qu'il avait des aptitudes physiques et intellectuelles hors du commun. Il déborde de confiance. C'est un super bon orateur, extrêmement charismatique et séduisant, autant pour les femmes que pour les hommes, apparemment. Bref, la vie est complètement gay pour César. Il commence donc par se faire élire tribun militaire, un genre d'officier de l'armée romaine, après quoi il devient trésorier, puis sénateur, puis rendu en moins 65, il est élu édile, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de l'administration urbaine de Rome, ce qu'on appellerait aussi... Le gars qui organise les parties! Évidemment, rien de plus facile qu'être archi-populaire quand on est ce gars-là, et ça, César l'a bien compris. Il dépense sans compter, il organise plein de banquets, d'orgies, de combats de gladiateurs, des méga courses de chars Fast and Furious au Circus Maximus. Un stade qui peut accommoder quelque chose comme 300 000 spectateurs, ça devait être tout un spectacle dans la dernière rangée, ça. Est-ce que la course a commencé? Impossible de distinguer quoi que ce soit. Tout a juste l'air de plein de monde. C'est pourquoi le plancher est si collant. Hey, toi, là! Toi, là, t'as l'air d'un esti de bon romain. Je peux à peine croire que j'ai marché 45 minutes pour m'asseoir ici. Après ça, César se fait élire successivement grand pontife, le gars qui gère les prêtres, praetor, le gars qui gère la justice, et finalement gouverneur de l'Hispanie ultérieure, l'Espagne du Sud aujourd'hui. En fait, si César réussit à monter aussi vite les échelons du pouvoir, c'est un peu grâce à sa grande popularité, mais surtout à sa grande corruption. Ouais, César, c'est quelqu'un qui offrait des pots de vin comme de l'eau, donc comme Jésus, mais à l'envers, en empruntant des sommes colossales à son nouvel allié avec un nom qui annonce d'emblée que le gars est pas super net, Crassus. N'allez surtout pas croire que je ne suis pas digne de confiance. Je ne suis qu'un consul qui soutient César parce que ça m'arrange de diluer le pouvoir de mon co-consul, Pompée Magnus, un chef militaire super populaire. Alors cessez de me voir comme un manipulateur politiquement intéressé. Ave, Crassus! Pompée, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Mais nous sommes devant le Sénat. Pourquoi es-tu tout nu? Par Jupiter, ce n'était qu'un rêve. Crassus, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Et pourquoi tu perds tes dents? En tout cas, faut croire qu'on s'entend bien entre requins parce que rapidement, César, Crassus et Pompée vont développer un genre d'amitié où tu peux faire confiance à personne basé sur leurs ambitions personnelles de tout contrôler. L'amitié, quoi? Ils vont former le triumvirat, donc autant dire les tres amigos. Par ailleurs, pour cimenter cette alliance mexicaine, César offre sa fille Julia, 23 ans fraîche comme la rosée, en mariage à Pompée et son vieux scrotum de 47 ans.
Tiens, Pompée, je te présente ma fille. Oh, 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 parfait, parfait. Allez, viens par ici, ma petite. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas pompé Magnus, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait longtemps que je me cherchais une excuse pour la faire, celle-là. Le pire, c'est qu'on dit qu'ils auraient été finalement très amoureux l'un de l'autre, et c'est tant mieux pour eux. Moi, tant que la joke de fellation a été faite, on peut enchaîner avec le reste de l'histoire. Bonne nouvelle, le triumvirat va s'avérer très fructueux pour tout le monde, surtout César, qui se fait finalement élire consul en moins 59. Désormais au top de la pyramide de la Grande République romaine, j'imagine qu'il est satisfait, puis qu'après ça, il va devenir un jeune retraité. Eh ben non, ce n'est tout simplement pas comme ça qu'on a un wrap au poulet baptisé à son nom. Je vous rappelle qu'à Rome, il y a toujours 2 consuls. Consuls qui alternent au pouvoir, et ce, à chaque mois. Dans le sens qu'un mois, c'est un qui décide, l'autre mois, c'est l'autre, puis il faudrait vraiment pas tomber sur 2 gars qui pensent différemment, sinon il n'y a rien qui avance. Le co-consul de César est un certain Bibulus, qui, comme le promet son nom de patente à gosse de boutique souvenir, n'est pas très populaire. C'est un optimates, donc un conservateur, qui s'oppose constamment aux réformes pro-peuple de César. Fait que ce qui va se passer, c'est... Moi, César, je fais le serment d'offrir des terres aux vétérans de guerre et aux moins fortunés de Rome. Moi, Bibulus, je ne suis pas d'accord. Donner des choses aux pauvres, ça coûte très cher. Et ça n'aide pas mes amis riches que je considère plus importants. Enfin, pourquoi personne ne m'aime? Pas de bol, Bibulus. Je ferai quand même voter cette loi le mois prochain. Eh bien, dans ce cas, César, tu me vois contraint d'empêcher le déroulement de tes réunions en inventant des mauvais présages, en faisant annuler toutes tes mesures par le Sénat le lendemain à chaque fois puis y a rien qui avance, ou encore en proclamant des jours fériés les jours où tu exerces le pouvoir. Comme en ce moment même, car jour férié, allez tous à la maison vous mettre en pitch. Cet abus flagrant de notre système démocratique causera ta perte, Bibulus. Tu as été élu par le peuple, et ce que le peuple donne, il peut le reprendre. Hey, tout le monde! César a raison! Bibulus a pas nos intérêts à cœur! Pétons-y à gueule! Non, je vous en prie, pas le visage! Facouin, le peuple a pris les choses en main, il a tellement pété à gueule à Bibulus qu'il est allé se cacher chez eux pour le reste de ses 8 mois de consul en regardant à travers les stores vénitiens. César est donc libre de consuler tout seul, ce qu'il va faire dans l'allégresse. Ce qui n'empêchera pas d'abuser de son pouvoir à la fin de son mandat afin d'être nommé proconsul pendant 5 ans, c'est-à-dire gouverneur d'un territoire, dans ce cas-ci, la Gaule cisalpine. Vous l'aurez compris, on entre officiellement dans la période historique que j'appelle le prequel d'Astérix. La Gaule cisalpine, c'est un territoire celte au-dessous des Alpes et qui fait partie du nord de l'Italie. Ave, c'est moi, César. Il pourrait être tentant à ce stade-ci de se demander pourquoi je fais ça. Voyez-vous, l'idée c'est de maintenir mon pouvoir le plus longtemps possible, le plus loin possible de Rome, afin que le Sénat ne fasse pas chier. Et qui sait peut-être en profiter pour m'assurer la loyauté d'une petite armée en vivant des aventures de grand général à la conquête de tous ces stupides Gaulois qui ne savent pas encore que je suis leur gouverneur. Mais qui vont l'apprendre en esti. Ah, César, moi et les autres sénateurs, on pense que tu devrais en plus être nommé gouverneur de la Gaule transalpine, celle de l'autre côté des Alpes qui inclut les futurs territoires de la France, de la Belgique et de la Suisse. Tu vois, nous sommes cool, nous aussi. En fait, le plan ici, c'est qu'on se dit que César va être débordé avec tellement de Gaulois juicés sa potion qu'ils vont bien finir par en venir à bout, puis César sera obligé de rentrer à Rome, la queue entre les jambes, puis redevenir un nobody. Mais c'est crissement pas ça qui va se passer. Ce n'est tout simplement pas comme ça qu'on a un drink au jus de palourde baptisé à son nom. Détail intéressant. On a souvent l'image, et c'est 100% à cause d'Astérix et Obélix, des Gaulois comme étant un peuple primitif et belliqueux qui veulent juste chasser en bédaine puis manger des sangliers en les siphonnant comme si c'était un épi de maïs. Puis là, toutes les fois qu'Obélix fait ça, il reste toujours un long fémur, ce qui suggère qu'il digère les os. Et je voulais juste en profiter pour vous rappeler qu'Obélix est à toute fin pratique un monstre. C'est pour ça qu'il est souvent joué par Gérard Depardieu, d'ailleurs.
La vérité, c'est que le peuple gaulois était beaucoup plus diversifié et sophistiqué que Gérard Depardieu. On parle d'une 60aine de peuples indépendants, organisés avec une aristocratie, une magistrature, des gens civilisés qui connaissaient la culture grecque et romaine, qui boivent du vin romain importé, qui considèrent Rome non pas comme une potentielle menace, mais plus comme un partenaire commercial. Fait que techniquement, il n'y a personne en Gaule à ce moment-là qui s'attend à... La guerre des Gaules. Là, je sais que la guerre des Gaules, ça sonne super épique, mais pour être honnête, j'ai essayé de lire le livre, écrit par César lui-même, d'ailleurs, puis vous allez devoir me truster. C'est une affaire de collège classique où ça devait être un soulagement d'être sollicité pour des faveurs sexuelles par les prêtres plutôt que de lire ça tellement c'est plate. Fait qu'à la place, voici un petit résumé rapide comme si c'était l'intro d'un bon animé japonais. Quand César Sama mit les pieds en Gaule, il n'avait qu'un but, soumettre tous les Gaulois et faire jaillir sur lui-même une grande gloire militaire éblouissante. Une après l'autre, les tribus gauloises tombent sous son glaive. Et ce, jusqu'en Grande-Bretagne actuelle, parce que pour lui, Bretons ou Gaulois, c'est toutes les mêmes estis tout nus. Alors qu'ils ont toujours été aussi indépendants que querelleurs, les Gaulois s'unissent sous la bannière du jeune chef Vercingétorix, qui fait la vie dure au puissant César Sama avec une stratégie de harcèlement et de terre brûlée. Robuste et têtu, le glorieux Vercingétorix résiste vaillamment à l'envahisseur latin. Mais les Romains contre-attaquent et les Gaulois n'ont d'autre choix que de se replier vers la citadelle d'Alésia, avec à leur trousse la toute-puissance de Rome. Puis là, comme un bon animé japonais, tout ça s'enligne sur 700 épisodes, puis on est encore en train d'écouter ça dans 20 ans avec des problèmes érectiles. Bref, la fameuse bataille d'Alésia. Le point culminant de la guerre des Gaules, le combat final entre César et Vercingétorix. Par ailleurs, à ce jour, les historiens français s'ostinent encore à savoir c'était où Alésia. Ah non, mais Alésia est assurément ici, en Bourgogne. C'est Napoléon III qui l'a déclaré. Peut-être, mais cet autre endroit dans le Jura correspond exactement à la description faite par César dans la guerre des Gaules. Enfin, remettre en doute le site d'Alice Sainte-Reine, c'est jeter aux orties tout notre système de datation archéologique, espèce de... Y'a ici que je te saigne! Wow, nous sommes dans une université ici. Viens tâter de mon couteau, tiens! Anyway, Alésia, c'est une ville, et ce qui est apparemment à se lécher les babines pour les historiens, c'est que César va faire construire des remparts et des systèmes de défense autour de la ville assiégée, puis ça a l'air que c'est du génie, parce que tous les historiens qui en parlent le font avec les étoiles dans les yeux que quelqu'un devrait uniquement avoir devant les seins d'une femme. Détail dark. Par contre, quelle esti de barricade! César va ériger un double système de fortification parallèle de 15 km de long avec des postes de garde et des tourelles. Question d'assiéger la ville tout en étant capable de se défendre d'éventuels renforts gaulois venus de l'extérieur. Pour ralentir les cavaliers, il fait creuser des trous de loup, c'est-à-dire des trous d'1 mètre de profondeur avec un pic au fond, ce qui n'est pas bon pour le cheval. De toute façon, c'est suivi de 2 fossés profonds successifs impossibles à traverser autrement qu'à pied, suite à quoi les combattants à pied se retrouvaient dans un champ hérissé de pointes métalliques cachées pour transpercer les talons, ce qui, je vous le rappelle, fait presque aussi mal que marcher sur un Lego. Puis si tu passes à travers tout ça avec ton cheval en shish kebab puis les pieds en mode gros bobo, ben dommage pour toi parce que la prochaine étape, c'est une infranchissable palissade d'épieux en bois durcie par le feu. Bref, les seins d'une femme n'auront plus jamais le même attrait pour moi. Au moment où le siège débute, les Gaulois n'ont qu'1 mois de vivres en réserve. Aïe, 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 aïe. Pour éviter que ça devienne trop rapidement un problème, Vercingétorix prend un gamble assez audacieux. Un autre détail dark. Il décide d'expulser les vieillards, les malades, les femmes et les enfants pour que les réserves puissent servir à soutenir uniquement ceux qui sont en mesure de combattre, pariant sur le fait que César a un cœur et qu'il va assurément les laisser se pousser dans la nature ou au gros pire en faire des esclaves. Mais non, mauvais calcul, César a autant de cœur que le robot dans le Magicien d'Oz et il va laisser tout ce monde-là mourir de faim et de soif, coincé en souricière entre ses lignes de défense et la ville d'Alésia dans laquelle il n'y avait plus le droit de revenir. Oh non! Tout ça, c'est ta faute, César! Non, ne revenez pas par ici! Et
Éventuellement, l'armée de secours des Gaulois arrive et essaie pendant plus d'1 mois, grosso modo le temps des réserves de nourriture à Alésia, de prendre les Romains en sandwich avec les troupes de Vercingétorix. Arrêtez de parler de sandwich, on a faim ici! Mais l'armée romaine, plus organisée et disciplinée, finit par briser les rangs de l'armée de secours, les viander et briser le moral de tout le monde. Mais arrêtez de parler de viande! Face à la famine, Vercingétorix ouvre finalement les portes d'Alésia et rend les armes à César. Et à partir de là, on est dans Astérix le Gaulois, le premier tome avec les dessins super weird où Astérix a l'air de mécanicien. Pendant ce temps, à Rome, ça va mal à la chope. Au Sénat, les populares et les optimates se détestent comme jamais, mais là, ça a pris des proportions au point que les sénateurs de chaque côté montent des armées pour carrément se faire la guerre. Au nom de la démocratie, vous allez faire ce que je vous dis, OK? Démocratiser mon poing dans la gueule, oui! Craignant que César revienne à Rome pour tenter de reprendre son poste de consul, ce qui serait bien le bout de la marde, certains sénateurs optimates vont essayer de faire annuler ses pouvoirs en Gaule. Et malheureusement, si César espère profiter de la protection du triumvirat, ça n'arrivera pas. D'abord, pendant son absence, sa fille Iulia meurt tragiquement pendant un accouchement. Adieu, ma belle Iulia adorée. Avec ta mort, plus rien ne m'unit avec mon beau-père, César, qui est 6 ans de plus jeune que moi, ce qui était vraiment moins normal que je pensais en fin de compte. En plus, Crassus s'est fait capturer quelque part en Orient par ses ennemis qui lui auraient fait couler de l'or fondu dans la bouche. Puis moi, je me tente jamais de cette histoire-là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait après récupérer l'or en forme de gorge de Crassus puis faire un bibelot avec? Ce qui laisse le champ libre à Pompée, de plus en plus proche des optimates, pour se faire élire à titre de consul unique, question de rétablir l'ordre à Rome et mettre un terme à César et ses conneries. Fait que le triumvirat a un peu pris le chemin des vidanges, comme on dit, tout comme le concept des co-consuls, mais ça, voyez-vous, à l'image de l'homéopathie, des fois, je me demande si ça a déjà marché, cette affaire-là. De toute façon, Pompée a un plan. Hey, les amis, pourquoi ne pas tout simplement attendre la fin du mandat de proconsul de César en Gaule? Quand il aura perdu sa protection diplomatique, on passera un vote pour le faire déclarer ennemi de la République, quitte à tabasser ceux qui s'opposent, et après on exige qu'il rentre à Rome sans son armée pour le faire arrêter, condamner et éventuellement se suicider en se pitchant sur son épée comme un bon aristocrate. Ouais! Allez, une petite orgie pour célébrer ça. Détail dark. Généralement réservé aux aristocrates, les Romains accordaient une valeur tout à fait spéciale au suicide. Premièrement, tu avais 2 choix de méthode, soit boire de la ciguë, un drink de plante super toxique, ou te pitcher sur ton épée avec un assistant pour te couper la tête quand ça devient trop long, un peu comme pour le harakiri des Japonais. Les Romains considéraient que quand on était condamné à mort, on n'était jamais mieux servi que par soi-même. C'était une manière active d'avoir du contrôle sur sa fin de vie, une preuve de courage, en gros signer soi-même son existence terrestre selon ses propres termes. Mais aujourd'hui, faites pas ça, on a des psys. Anyway, rien de ça va arriver à César parce que le 11 janvier moins 49, il rassemble son armée et franchit le Rubicon. Rien? Encore? Vous avez jamais entendu l'expression « franchir le Rubicon » pour parler d'un point de non-retour? C'est moi le snob? OK. Détail intéressant. Le Rubicon, c'est une petite rivière grosse comme un jet de pisse qui marque la frontière officielle entre la Gaule cisalpine et l'Italie. Et selon la loi romaine, il était formellement interdit pour tout général de traverser cette frontière avec son armée, ce qui est considéré comme un coup d'État. Donc, en faisant ça, César fait ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre au Sénat et à son consul Pompée. Mais de toute façon, le bout dont tout le monde se souvient tout le temps à propos de cette anecdote-là, c'est que c'est à ce moment-là qu'il aurait sorti une de ses citations latines les plus célèbres. Alea iacta est. Impérator, à qui parlez-vous? Nous, on est prêts à y aller. Oh, oui, allez-y. Alea iacta est? Ça veut dire le sort en est jeté. C'est cool, non? Hein? Ah oui, super éloquent, ô César. Non, vous voyez, j'ai dû vous le demander et ça n'a plus aucune valeur. Pendant ce temps, à Rome... César a fait quoi? Merde, continuez l'orgie sans moi, les esclaves, je dois y aller.
Moi, je vote pour qu'on arrête l'orgie. On faisait un peu ça pour lui, il me semble. Mais Pompée a même pas le temps de lever son armée. César l'a complètement pris les culottes baissées. Il est obligé d'aller se cacher en Grèce comme un gros couillon pendant que César reprend le contrôle de Rome où il est nommé dictateur. Ave, c'est moi, César. À Rome, dictateur, c'est un mandat d'urgence où on a plein pouvoir et qui techniquement ne dure que 6 mois. Mais je ne vais pas faire ça. Le combat final entre César et Pompée a lieu le 9 août 48 à Pharsale, en Grèce. Malgré la supériorité numérique des forces de Pompée, qui aurait été 47 000 versus les 20 000 soldats de César, faut croire que c'était pas une bonne journée pour lui, parce que ça va se finir par 15 000 morts de son côté contre seulement 200 de celui de César. Fait que Pompée est obligé de s'exiler en Égypte pour demander l'aide de son allié, le gros garçon pharaon de 14 ans et frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII. Le problème, c'est que Ptolémée XIII va l'aider en lui faisant couper la tête. Original. Détail dark. Ouais, à ce stade-ci de l'histoire, Ptolémée XIII fait le calcul que c'était plus safe de pas se mettre César à dos et d'essayer plutôt de lui faire plaisir. Donc, quand César débarque en Égypte à la poursuite de Pompée, on va lui donner la vieille tête boursouflée de Pompée dans un panier en osier comme cadeau en faisant... Aimez-vous ça? Ah, mais bien sûr que non, c'est une tête coupée. Les Égyptiens sont-ils tous aussi wack? Que l'on fasse décapiter celui qui m'a suggéré de faire ça! On dit que lorsqu'on lui a présenté la tête coupée et probablement un peu défraîchie de son ami / ennemi, César se serait mis à pleurer. Soit de tristesse devant une pareille horreur, mais qui sait peut-être aussi un peu en se disant « Ça, c'est vraiment un esti de problème de régler. Ça fait du bien. J'espère que ce service rendu en amènera un autre. J'aurais bien besoin de votre soutien contre ma sœur et épouse Cléopâtre qui conteste mon pouvoir et... Wow, minute. Sœur et épouse, est-ce qu'on peut reparler de ce bout-là 2 secondes? Les Égyptiens sont-ils tous aussi wack? De son côté, Cléopâtre cherche aussi à entrer en contact avec les Romains, ce qu'elle aurait fait en se roulant elle-même les boules à l'air dans un tapis pour se faire livrer secrètement dans les quartiers de César, puis ils vont fourrer. Voilà, une jeune femme de 21 ans quand j'en ai 52. C'était pas si difficile que ça de me faire plaisir. Je vais pas avoir d'érection pour des têtes coupées. Après l'avoir appris le lendemain matin, ou entendu toute la nuit, Ptolémée fait une méga crise parce que quelqu'un a baisé sa sœur épouse. Les partisans du gros garçon pharaon vont attaquer César, qui va se défendre et survivre. Là, ça va focailler comme ça une couple de mois jusqu'à ce que bing bang pouf, ça se termine avec Cléopâtre sur le trône et Ptolémée noyé dans le Nil en essayant de prendre la fuite. Et après toutes ces émotions fortes, César et Cléopâtre vont prendre la décision stratégique de partir en vacances 2 mois en croisière sur le Nil. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça, mais oui, effectivement, ils ont mérité de se reposer, et si seulement il y avait moyen de fumer du pot à leur époque. Détail de stoner. Des traces de cannabis ont été retrouvées dans la tombe d'Aménophis IV, sur la momie de Ramsès II, et des hiéroglyphes montrent la déesse de la sagesse Séchat et Sermet, la déesse de la guerre à tête de lionne, en train de fumer dans un genre de bong. Ce qui, premièrement, est un excellent design de T-shirt, deuxièmement, suggère que les Égyptiens se sparkaient des gros doobies au moins 3000 ans avant Jésus-Christ, et que la marijuana récréative était consommée pendant les fêtes, les rituels, mais des fois juste pour être de bonne humeur. Wow, les Égyptiens sont un grand peuple. Fait que finalement, ça regarde bien côté divertissement pour Cléopâtre et César en croisière sur le Nil. Yo, Cléo, ça y va au toast en Égypte depuis les derniers millénaires. Yo, tellement, oh César. Il y a toujours juste un dude à la tête de ça qui contrôle un État centralisé plutôt qu'une république super compliquée où tout le monde se met tout le temps des bâtons dans les roues. Shit! Yo, ça me donne une idée! Fucked up! Et clairement, ça y a remis du pep dans le pepperoni parce que César sort de ses mois de vacances en top forme. Il mate successivement une rébellion en Anatolie et quelques fidèles de Pompée en Afrique qui dégomment avec une surprenante facilité. D'ailleurs, si vous avez une chose à retenir de tout ça, c'est que c'est important de prendre des vacances des fois. Excusez qu'il soit noté au procès verbal que j'ai écrit cet épisode-là en retour de burn-out, puis maintenant, j'hésite pas à prendre des... Pause. Quand
quand César rentre à Rome, acclamé de tous, c'est rien de moins qu'un quadruple triomphe qu'on célèbre pour sa victoire en Afrique contre les Optimatès, sa victoire en Égypte contre Ptolémée, sa victoire en Anatolie, mais surtout pour avoir soumis ces irréductibles Gaulois. Et c'est fou, j'avais presque oublié ça après toutes ces anecdotes de fumée du weed en Antiquité. Détail dark. C'est à ce moment-là qu'on décide de sortir Vercingétorix des Boulamites, qui croupissait depuis 6 ans dans la prison du Tullianum, à même une mini-cellule de 12 mètres sous terre super humide, seulement accessible par un petit trou dans le plancher ou le plafond, ça dépend de quel bord de la transaction. Fait que le jour du triomphe de César, on le sort de là comme un vieux pneu d'hiver dans le cabanon, question de le parader dans un char allégorique devant du monde qui font « Bouh! » avant de le ramener dans sa cellule pour l'étrangler sans gloire puis abandonner son cadavre dans un escalier pas loin comme un vieux carton de Drew McCain. Et dire que la seule vengeance qu'il va avoir, c'est dans la toune Astérix c'est là de Plastique Bertrand quand il dit à César « En jupe en flip-flop, t'as le lookie des gommes ». Après une autre victoire en Hispanie contre les derniers membres du fanbase de Pompée, César trouve une fois de plus une façon de crosser le système et de prendre le pouvoir absolu en se faisant renommer dictateur pour un autre petit 10 ans. Ce qui est pas mal plus long que le mandat de 6 mois habituel avant de finalement décider de se faire nommer dictateur à vie puis finir le liaisage. Vous comprendrez qu'à ce stade-ci, tous ces moves de dictateur commencent à énerver le Sénat, qui a de moins en moins de poids dans le processus démocratique de la République romaine. Eh bien, ces gars-là sont vraiment pas au bout de leur peine parce que César fait juste se réchauffer. Entre autres, il va faire venir Cléopâtre à Rome, dans tous les sens du terme, lol, ce qui est quand même assez culotté étant donné qu'il marie en hostie. Ensuite, il va tout bonnement changer le calendrier et en créer un tout nouveau, le calendrier julien, comme Jules César, tu sais, dans lequel on retrouve ni plus ni moins qu'un tout nouveau mois, celui de juillet pour Julius. Ouf, quelle journée au Sénat! Bien content d'être à la maison et de ne plus entendre parler de César! Ah, c'est toi, chérie! J'ai reçu les nouveaux calendriers! Bon mois de César! Il fait frapper de la monnaie avec sa face. Ouch! Il fait aussi bâtir le Forum de César, un espace public central, l'équivalent de l'Agora en Grèce, mais aussi la Curie de César. Pas l'écurie de César, la Curie dans le sens de la Curia, comme la cour de César, qui va être le nouvel endroit où tous les sénateurs vont devoir se rencontrer pour débattre à l'avenir. Sauf qu'en sortant de la Curie de César, on tombe directement sur le Forum de César, histoire de rappeler à tout le monde qui sont les bitches de César. Fait que oui, quelqu'un va se choquer. C'est scandaleux! La République s'effondre sous nos yeux! Peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut faire? César a tous les pouvoirs! Nuance, il a tous les pouvoirs à vie. Justement, tu ne fais que prouver mon point, espèce de... Tu viens de comprendre? Je viens de comprendre! Excusez, moi j'ai pas compris. C'est quoi une curie? Qui nous mène finalement au 15 mars moins 44, de retour au début de l'épisode, juste à temps pour la fin de l'épisode. Rendu là dans l'histoire, on pourrait supposer que la seule façon d'assassiner un gars aussi malin que César, c'est de s'arranger pour qu'il se doute de rien. Sauf que là, je sais pas c'était quoi le deal avec le 15 mars de cette année-là, mais littéralement tous les événements de cette journée-là vont essayer de le mettre en garde. Ça commence au petit matin, alors que César se lève auprès de son épouse, la tête dans le cul à cause d'un mauvais rêve. César, mon chou, est-ce que tout va bien? Ouf, j'ai fait un cauchemar vraiment weird où j'étais accueilli au ciel par Jupiter en personne parce que j'étais mort. Buzzant, pas vrai? Eh bien, moi, j'ai rêvé que tu mourrais assassiné. C'est quoi les chances? Waouh, les grands esprits se rencontrent. Bon, je vais au Sénat. César, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un mauvais présage. Je t'en prie, ne va pas au Sénat aujourd'hui. Wow, j'ai pas dit qu'il fallait virer fou non plus. J'ai aussi fait un rêve où je me faisais sucer par Cléopâtre et laisse-moi te dire que ça réarrivera pas de sitôt. Cléo qui? Ah oui, c'est vrai, on est mariés. Il faut que j'aille au Sénat. En fait, César va bel et bien prendre congé juste au cas, mais c'est pile à ce moment-là que son jeune protégé, le sénateur Brutus, se pointe chez eux, question de vraiment beaucoup trop insister sur le fait qu'il devrait venir pareil. Oh, come on, César, c'est juste un rêve. Viens au Sénat, ça va être le fun. Tu vas pouvoir être le meilleur pour tout nous dire quoi faire comme des bitches. Bon point, mon ami, j'arrive. Au revoir, mon épouse. César, tu ne vas pas pouvoir t'enfuir de cette conversation éternellement! César part. En chemin, il croise un de ses fidèles informateurs qui contribue au mauvais présage. Psst, j'ai un document très important à vous transmettre subtilement, ô César. C'est une liste exhaustive de tous les conspirateurs qui vont essayer de vous assassiner aujourd'hui.
Parfait, je mets ça dans ma poche et je lis ça en revenant. Bonne journée! Mais c'est pas fini! Parce qu'en plus, juste avant de rentrer à la curie, César croise Titus Vestricius Spurina, ni plus ni moins qu'un devin étrusque, qui venait faire un follow-up sur une prédiction qu'il lui avait déjà faite il y a un mois, comme quoi il allait arriver quelque chose de grave à César aux Ides de Mars, c'est-à-dire exactement à ce moment-là. Ah, Spurina, tu vois bien que tu capotais pour rien. Regarde, nous sommes aux Ides de Mars et tout va bien. Hélas, la journée n'est pas encore terminée, Imperator! Écoutez, Spurina, je n'ai tout simplement pas le temps. Tenez, voilà, un sesterce, allez vous acheter un nom qui ne sonne pas comme une marque de nourriture pour chat. Fait que César entre dans la curie et automatiquement un des conspirateurs se jette à ses pieds feignant de demander pardon pour son frère qui avait été condamné plus tôt. Pardonne à mon frère, César, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas pardonner à mon frère, César? Pourquoi, César? Ben voyons, lâche ma toge, maudit freak! C'est évidemment juste une excuse pour le pogner et lancer le signal que c'est l'heure d'assassiner César. D'un seul coup, les 60 conspirateurs se jettent sur lui et commencent à essayer de le poignarder. Détail dark. Notez que j'ai bien dit essayer de le poignarder parce que clairement tout le monde est sur le gros nerf et certains d'entre eux n'ont jamais poignardé quelqu'un de leur vie. Donc beaucoup vont se couper avec leur propre dague et même se blesser entre conspirateurs en soignant ça n'importe comment. Mort au tyran! Aïe aïe, ma main! Ça coupe ces affaires-là! Aïe, aïe, attention, tu viens de me piquer dans le rat, maudit lait! Aïe aïe aïe! Dans un acte d'optimisme un peu déroutant, César tente de protéger sa face avec sa toge de peur d'être défiguré, ce qui, selon moi, est une mauvaise évaluation des priorités à ce moment précis. Là, je sais pas si c'est à travers les trous dans le tissu de sa toge de gars qui se fait poignarder par 60 personnes en même temps, mais il aperçoit son protégé Brutus aux premières loges de la boucherie, et c'est là qu'il aurait dit la fameuse phrase qui va causer tant de confusion. Toi aussi, mon fils! Yo, de quoi tu parles, man? Détail intéressant. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais non, Brutus n'est pas le fils de César, c'est juste le fils d'une de ses maîtresses qui avait pris sous son aile. La phrase la plus souvent rapportée, c'est « tu quoque mi fili » en latin, mais apparemment que ce serait une traduction trop littérale, il se serait plutôt écrié en grec « kaisiou teknon », qui se traduit en français par « toi aussi mon petit » ou en bon kebs, ben mon petit Christ de bâtard. Ouais, ça a l'air qu'il était tellement surpris qu'il en aurait littéralement perdu son latin. Ouf, je peux à peine croire que personne n'a fait cette blague-là auparavant. Bref, 23 coups de couteau plus tard, César meurt très ironiquement au pied de la statue de Pompée, son vieux rival. Ouais, ça c'est fâchant. Quelle journée lourde de symbolisme! Là, les conjurés sont convaincus d'avoir rescapé Rome et la République de la tyrannie de César et s'attendent à ce que le peuple les acclame en héros, mais c'est seulement pas ça qui va se passer. Ouais, l'affaire, c'est que c'est vraiment certains sénateurs, en particulier des optimates, qui en avaient plein le casque de Romain avec un petit balai dessus. Auprès du public at large, César était extrêmement populaire. On lui voue carrément un culte de la personnalité du calibre d'un dictateur nord-coréen. Entre autres parce que César continuait d'organiser plein de courses de chars et des combats de gladiateurs, et ça plaisait beaucoup à l'équivalent romain des fans de WrestleMania. On dira ce qu'on voudra de César, mais malgré son statut d'aristocrate, il traitait la plèbe avec considération en œuvrant constamment pour améliorer leurs conditions de vie. Dans les rues, on pleure sa mort, on va rapidement incinérer son corps sur la place publique, on alimente le brasier funéraire avec des sièges de la curie de Pompée, César devient un martyr élevé au rang de Dieu, les conspirateurs doivent foutre le camp au plus vite parce qu'on va sacrer le feu à leur maison. Éventuellement, ça vire en guerre civile qui aboutit quand Octave, le petit-neveu de César, va devenir Auguste, c'est-à-dire le premier empereur romain. Tout ça pour dire qu'en essayant de sauver la République, les ennemis de César ont accidentellement pavé la voie à l'Empire. Et à partir de là, tous les empereurs vont porter le titre honorifique de César. Fait que c'est raté, comme on dit. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Bon,
qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? D'abord que César, c'est un personnage diablement plus complexe que ce qui peut sembler a priori. Chaque fois que tu penses que tu as cerné le personnage, il fait quelque chose qui brouille complètement les pistes, alors qu'il était visiblement avide de pouvoir, cherchant à s'élever, lui et lui seul, au rang de quasi-dieu, ça l'empêchait pas d'être assurément pro-peuple et d'essayer d'améliorer autant le sort de la plèbe que de la ville de Rome en général. Oui, c'est un général sanguinaire, capable de violence inouïe, mais c'est aussi quelqu'un qui, au cours de sa vie, a pratiqué une politique systématique de pardon envers la plupart de ses ennemis, sauf Vercingétorix, genre, mais lui, c'était spécial. Alors qu'on mentionne que la plupart de ses relations amoureuses étaient choisies pour améliorer son positionnement politique, sans dire que ça l'était pas aussi un peu, il aurait vraiment été follement amoureux de Cléopâtre, une des relations amoureuses les plus célèbres de tous les temps. Si les motivations de César sont en constante mouvance, ce qui reste indéniable, c'est son intelligence, son audace et son opportunisme, sa capacité à prévoir les actions de ses ennemis, à calculer des stratégies plusieurs coups à l'avance. Je vous laisse sur ce dernier petit détail phoné, mais très révélateur. J'en ai pas parlé dans l'épisode, mais César était probablement épileptique, ce qui aura quand même réussi à tourner à son avantage tout au long de sa vie, puisque chaque fois qu'il était frappé d'une crise de convulsion, il en profitait pour faire croire aux témoins que c'était parce qu'il était en communication directe avec les dieux. Quel habile faux cul. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne, toi chose. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Anne-Hélène Prévost et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. Au son, le studio La Chope. À la coordination, Clément Turpin. À la production, Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania.